On est reparti. Donc, on est dans notre mitzvah numéro 9, la mitzvah de se débarrasser du chametz. On dit que cette obligation-là, elle incombe à nous tous et en tout temps. D'accord ? C'est pas lié spécialement à l'époque du temple ou quoi, évidemment. De nos jours aussi, on a une mitzvah positive de se débarrasser du chametz le 14 Nissan. Donc, la veille de la fête de Pessah qui tombe le 14 au soir. On a commencé à développer une idée du Rav Moshe Shapira. Une idée qui est hyper intéressante, qui est la suivante. On a dit que la fête de Pessah, étonnamment, on va mettre l'accent sur un point très précis qui s'appelle les matzot. On appelle ça la fête des matzot, Chag HaMatzot. Okay, on avait posé la question de comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça, pourquoi est-ce qu'on prend ce point-là spécifiquement comme point de repère, comme point principal pour nommer la fête de Pessah. Pourquoi ça plus qu'autre chose, alors qu'on sait très bien que il y a eu des nissim, des miracles à n'en plus finir, qui étaient plus spectaculaires les uns que les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête à un détail aussi technique, d'accord, aussi limité que la consommation de la matzah. D'accord, la matzah, on a déjà dit, il y a plusieurs explications en lien avec le pain qu'ils ont consommé en Égypte, en lien avec le pain qu'ils ont consommé en sortant d'Égypte, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le laisser monter. En tout cas, pourquoi s'arrêter à cela? Ok. Alors, on avait développé un petit peu la nature du chametz, et c'est très intéressant. On avait dit que du chametz, c'est composé de quoi? Comment on obtient du chametz, du pain? Avec quoi? On a dit en mélangeant de la farine et de l'eau. Est-ce que c'est tout? Non, pas nécessairement. Je pense que quand ta mère elle fait des chalotes, toi tu fais des chalotes, tu mets pas nécessairement du levain dedans. Toujours. On peut faire aussi une pâte, alors peut-être pas du pain, mais faire une pâte à brioche sans levain. Tu mets de la farine et de l'eau, tu laisses ça. Alors le levain il sert à accélérer la fermentation. Et tu peux laisser comme ça monte tout seul. Voilà. Une pâte à pizza. Pourquoi pas? Mais en tout cas, le levain il sert juste à accélérer. Mais en soi, tu laisses de l'eau et de la farine fermenter ensemble, ça va monter. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui permet de faire monter justement? Le temps. Le temps. On a dit que quand tu prends de la farine et de l'eau que tu mélanges ensemble et que tu consommes tel quel, ça aura un certain goût, une certaine consistance, un certain aspect. D'accord? Et ça, c'est l'aspect réel quand tu mélanges ces deux éléments qui sont farine et eau. Mais pour obtenir une pâte montée, ce qu'on appelle du chametz, il faut un ajout supplémentaire qui n'est pas un ingrédient, qui n'est pas un composant, mais qui est une donnée qui s'appelle le temps. C'est le temps qui va permettre d'obtenir ça. Mais le temps, il va fausser le goût original de ce mélange. Normalement, il y a un goût qui est le goût A, et le temps, il va donner un goût B. Le temps, il fausse les choses. C'est ce qu'on remarque avec le chametz. Maintenant, on nous demande justement de venir le soir de Pessah, on nous dit Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Les sages apprennent qu'il ne faut pas lire Ushmartem et matzot, il faut dire Ushmartem et mitzvot, vous garderez les mitzvot. C'est-à-dire quoi garder les mitzvot? Il y a un principe qui dit la chose suivante: Mitzvah abba aliyatra al tachmitzena. Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas fermenter. Il y a deux façons d'accomplir une mitzvah, deux approches, d'accord, deux attitudes différentes. Il y a une mitzvah qui se présente à moi, dès qu'elle se présente à moi, tout de suite je la fais. Spontanément je la fais. Je ne la laisse pas maturer, je l'accomplis immédiatement. Première façon de l'accomplir. Deuxième façon, c'est justement de laisser un temps passer. Et qu'est-ce qui va se passer quand le temps s'écoule entre le moment où la mitzvah s'est proposée à moi, présentée à moi, et le moment où je l'ai accomplie? Et en fait, il y a des éléments indésirables qui vont s'immiscer dans l'accomplissement de la mitzvah. Ça peut être quoi? Ça peut être le fait que maintenant j'ai mis en place certains calculs de l'intérêt de faire la mitzvah, un certain intérêt personnel de le faire. J'ai pris en compte le fait que je sois observé quand j'accomplis cette mitzvah. Donc en fait, la mitzvah maintenant, elle n'est plus parfaitement pure. Elle est malheureusement entachée d'éléments extérieurs, d'éléments indésirables. C'est ça le principe de ne pas laisser fermenter une mitzvah. C'est de ça qu'on nous parle aussi quand on nous dit Ushmartem et matzot, qui veut dire Ushmartem et mitzvot. Il faut préserver nos mitzvot d'une fermentation, d'un délai de pratique. Ouais. Mais du coup, oui. J'avais noté justement à ce moment-là une question. Comment tu allies ça avec la question de la tchouva où il y a d'un coup toutes ces mitzvot qui se présentent à nous et au contraire, moi j'entends tout le temps, prends le temps de... Ne fais pas tout d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Oui, comment mais ça veut dire... ça? Alors, dans ta vie, c'est-à-dire dans les décisions que tu vas prendre dans ta vie, effectivement, venir vouloir prendre trop d'un coup, c'est juste contre-productif, tu ne feras rien. Donc ça, oui, en termes de direction,
on va dire plus que de direction, en termes de résolution, là tu vas y aller progressivement. Par contre, quand maintenant tu as pris une résolution, d'accord, tu as décidé maintenant, ça je le fais bien, d'accord, on va dire par exemple la notion du chesed, maintenant j'essaie d'être quelqu'un de disponible pour les autres. Jusqu'à maintenant j'étais un petit peu trop égocentrique, axé sur moi-même, maintenant je suis disponible pour les autres. Quand on te sollicite, plutôt que de laisser l'action que tu pourrais faire pour les autres de côté, et donc tu la laisses en suspens et tu ne vas l'accomplir que plus tard, et ben tu le fais tout de suite. Pourquoi? Alors sans parler de la procrastination qui fait que des fois qu'on laisse de côté, on ne fait pas finalement. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que maintenant la mitzvah elle est là, elle est disponible, et ben laisse-lui, préserve-lui son goût naturel, son goût propre, son goût, on va dire, qui ne soit pas justement dénaturé par plein de choses qui pourraient s'immiscer entre temps. Ça, tu vas maintenant l'essayer de faire tout de suite. On ne parle pas maintenant de faire plein de choses qui ne sont pas encore, on va dire, à ton niveau ou alors pour l'instant dans ta dynamique d'évolution. Mais les choses qui en font partie, eh ben, saisis-les tout de suite. Ne les laisse pas tarder. On a dit également, on avait développé, je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, que le mot matzah signifie dispute. On a ramené certains termes desquels on voit que le mot matzah signifie dispute. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que quand on mange la matzah, d'accord, alors c'est pas l'action de manger la matzah, c'est ce qui se cache derrière, et ben en mangeant la matzah, en faisant attention à cette mitzvah de matzah, on se dispute quelque part avec une idéologie particulière, avec une idée reçue, avec une façon de penser qui est généralisée. C'est quoi ça? C'est ce qu'on va développer tout de suite. Dispute aussi avec son ventre. Pas mal. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est pas faux. D'accord? Alors on a dit comme ça. On a développé, donc c'est le Rav Moshe Shapira qui développe ça. Le monde, il a été créé il y a 6000 ans, on y croit. D'accord? On connaît la datation des non-juifs, on connaît notre datation, on a déjà expliqué comment scientifiquement on peut avoir un écart de plusieurs milliards d'années, c'est pas notre sujet. On a maintenant, nous, la croyance ferme que le monde a été créé il y a 6000 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que le monde a été créé à 6000 ans et ensuite il est livré à lui-même? Le monde il fonctionne, il avance, il tourne, d'accord? Ou est-ce que non? Il y a une mise à jour constante, perpétuelle, ou alors je sais pas moi, jour quotidienne, ou hebdomadaire, ou mensuelle, je ne sais quoi, d'accord? Ou annuelle, j'en sais rien, peut-être à Rosh Hashanah, le monde, Hachem il renvoie le monde pour un an. Comment est-ce que ça fonctionne? Le monde a été créé par Dieu, certes, mais est-ce que Dieu il continue à l'entretenir, à le développer, à le maintenir? Ou est-ce qu'une fois qu'il l'a créé, il a mis le nécessaire en place, et ensuite ça fonctionne tout seul? Ce sont les règles qu'il a mises en place évidemment, mais ensuite ça fonctionne tout seul. Alors on avait dit que on le dit tous les jours dans la tfila, ceux qui ont la possibilité de prier, on le dit tous les jours, plusieurs fois par jour même. On dit Dieu c'est celui qui renouvelle la création du monde, becholium, chaque jour, tamid, tout le temps. Donc c'est pas uniquement une fois par jour, mais c'est continuellement. Donc en réalité, croire que le monde il est livré à lui-même et qu'il fonctionne tout seul et que Dieu quelque part il s'est retiré, il fait d'autres choses, d'accord? D'ailleurs, il y a une Gemara hyper intéressante dans le traité Avodah Zarah, page je crois 3b, d'accord, de mémoire, qui dit elle demande, la Gemara dit mais Dieu depuis qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Alors nous on dit que Dieu il continue à l'entretenir, mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors la Gemara elle propose, elle dit qu'elle découpe la journée en 4 parties, 4 fois 3 heures, et elle dit la première partie Dieu il fait ci, deuxième partie il fait ça, etc. Elle découpe en 4 parties. J'ai oublié les occupations de Dieu, mais c'est assez particulier. C'est une Gemara étudiée dans Avodah Zarah. En tout cas, penser que le monde fonctionne comme ça, c'est une erreur gravissime. Ça voudrait dire quelque part que Dieu il n'est pas réellement dans la gérance du monde constante. Et c'est à part le fait que ce soit dangereux de penser comme ça, mais c'est aussi tout simplement faux. D'accord? On a dit l'exemple simple pour le comprendre, c'est quand on regarde une flamme. Vous regardez une flamme, et ben la flamme, à chaque fraction de seconde que vous la regardez pendant quelques minutes, à chaque fois c'est une flamme différente de celle d'avant. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait la flamme c'est le fruit de la combustion, et à chaque fois que il y a une matière qui est brûlée, et ben cette matière-là, elle s'échappe en flamme. D'accord? En flamme puis en fumée. Donc à chaque fraction de seconde, c'est une nouvelle flamme. Sauf que nous, on ne le remarque pas comme ça. Dans la mesure où il n'y a pas de mouvement autour de la flamme, donc il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de choses qui risquent, qui peuvent faire bouger la flamme, on a l'impression qu'elle est stable et qu'elle ne change pas, que c'est la même. Alors qu'en fait, quelqu'un qui est un petit peu plus réfléchi, en tout cas qui réfléchit à cela, il a très bien conscience que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose, c'est une nouveauté constante. Et bien en fait, le feu, il est censé nous servir de repère pour comprendre qu'en réalité, c'est le cas de tout élément physique. Tout élément physique fonctionne de la même manière. On ne le remarque pas,
d'accord? C'est une forme d'illusion d'optique. Mais en fait, tout élément, que ce soit les humains, que ce soit les objets, la terre, peu importe ce qui se trouve de vivant, ou même de matière, n'importe quoi, fonctionne de la même manière. Chaque instant, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel objet, prenez cette table, et ben c'est pas la même table à chaque seconde qui passe. C'est une nouvelle table à chaque fois. Alors comment on veut dire, mais non, pas du tout, c'est faux. On constate bien que c'est le même objet. Mais en fait, la science nous a permis de le comprendre de façon très simple par la structure atomique. On a déjà dit, c'est clair. La structure atomique, elle fonctionne grâce à la loi de la... Oui? Non? Comment s'appelle la loi? Je peux pas noter. Non? C'est un truc relatif, un truc comme ça. Non. La loi, alors il y avait deux termes, il y a un terme que je recherche La combustion perpétuelle. Non, il y a la force électromagnétique, mais il y a la structure lacunaire. En fait, l'atome a une structure lacunaire. Ah oui. Et ça fonctionne donc grâce à la force électromagnétique. Comment ça marche? On a expliqué qu'il y a un noyau autour duquel vont tourner des électrons. Dans chaque atome, il est composé à 99,99% de vide. Chaque atome. Tout le monde entier est façonné à base d'atomes. D'accord? Il n'y a rien qui est autre que de l'atome. Le corps humain, l'air ambiant, les arbres, les murs, la terre, les objets, tout est évidemment est composé d'atomes. Ces atomes sont à 99,99% vides. C'est-à-dire que quand vous voyez cette table, en réalité, vous voyez de la matière compacte, solide, lourde. Alors, le poids, il ne changerait pas, mais à l'intérieur de cette table-là, en fait, elle est à 99,99% vide. On ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Si vous prenez le monde tout entier, la Terre entière, que vous venez condenser pour ne récupérer, donc enlever tout le vide qu'il y a dans tout ce qui fait la Terre, les humains compris, vous obtiendrez une sphère qui tient dans un stade de foot. Le monde entier, vous le prenez, vous le condensez, vous retirez tout le vide qu'il y a partout dans tous les atomes, puisque tout est atomique. Donc en fait, vous diminuez tout cela de 99,99%, vous obtiendrez une sphère qui tient dans un stade de foot, donc une sphère qui fait environ 100 mètres de diamètre. Uniquement. Donc toute la Terre fonctionne comme ça, toute la matière fonctionne comme ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? D'accord? Eh bien, tout est question d'énergie. Ça veut dire que pourquoi la matière ici, pourquoi cette table-là, elle ne se décompose pas, puisque c'est seulement des atomes? Tout est question d'énergie. Il y a une énergie perpétuelle qui est tout le temps en mouvement, qui permet de maintenir la structure d'un élément. Eh bien, cette énergie, d'où elle vient? On sait bien qu'aujourd'hui, d'accord, comme ça fait déjà des décennies, le Graal ultime de la science, un des Graals ultimes de la science, c'est de trouver une énergie perpétuelle. Une énergie qui n'est pas seulement renouvelable, mais qui est perpétuelle. Une énergie qui n'a pas besoin de source d'alimentation, d'accord, de source, de provenance. Évidemment, il n'arrive pas, c'est impossible à trouver une chose pareille. Maintenant, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a une énergie comme ça dans le monde, évidemment, l'énergie atomique. Et les atomes, on a déjà expliqué, fonctionnent grâce à une énergie. Il y a les protons à l'intérieur qui ont une polarité positive et les électrons négatifs, et c'est ça qui permet de maintenir l'équilibre entre eux, de permettre à la matière d'exister. Donc il y a une énergie qui est là présente dans le monde. Évidemment, elle a une provenance, et à part la provenance, il faut aussi qu'elle soit maintenue, entretenue. N'importe quelle chose, une énergie qui a été créée une fois, si tu l'alimentes pas constamment, ben, elle s'épuise. On peut comprendre ça de façon très simple. Prenez un objet, lancez-le. Prenez une balle, lancez une balle. D'accord? À un moment donné, elle s'arrêtera. Une fois que la force qu'on a mise pour la lancer, une fois que cette force, ben, elle s'est achevée, d'accord? Ben, le mouvement s'arrête. Donc, si la structure des éléments persiste et que cette énergie-là ne s'arrête pas, c'est nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui l'entretient. Et donc, c'est exactement ce qu'on a dit, comme c'est-à-dire que le monde, évidemment, grâce encore une fois à cette structure atomique, on comprend très bien que le monde n'est pas un monde qui a été créé par Dieu il y a 6000 ans et qui ensuite se débrouille tout seul, mais Dieu à chaque instant, chaque fraction de seconde, parce que si la structure atomique s'arrêtait pendant un instant de fonctionner, tout se casse la figure. Le monde entier tombe dans le néant. Et donc, Dieu, il renouvelle la structure du monde chaque seconde. Sans cela, ça n'existerait pas. C'est pour ça que chaque objet que j'ai devant moi, il est en réalité nouveau à chaque fois. Parce que c'est Dieu qui a décidé maintenant que cette structure-là soit maintenue, soit renouvelée. Pas seulement maintenue, elle soit renouvelée à chaque instant. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est la chose suivante. C'est que le Hametz, pourquoi est-ce qu'on nous demande
à Pessah de venir fuir le Hametz, de venir chasser le Hametz, de venir se détacher du Hametz, de manger des matzot, parce que le Hametz, c'est l'élément par excellence dans lequel on a l'impression de voir une forme de continuité du temps. Parce que j'ai mélangé de l'eau et de la farine, à l'instant où je l'ai mélangé au départ, il ne se passait rien, et c'est parce que je l'ai laissé maturer pendant quelques temps, quelques minutes, quelques heures, que j'ai obtenu quelque chose de différent. Et j'ai l'impression que finalement, le moment du début avec le moment d'après, etc., crée une chaîne logique, un enchaînement logique qui fait que, bah oui, c'est le temps qui fait les choses. Naturellement, il y a une évolution qui se fait par le temps. Mais est-ce que c'est une création nouvelle? Non. C'est exactement ce que le Hametz nous laisse penser. C'est un piège que Dieu a mis en place pour nous donner l'illusion que ça marche comme ça. Que le temps il est linéaire dans le sens où c'est un enchaînement. Chaque instant suit le précédent et donc il y a une continuité. En réalité, c'est faux et c'est pour ça qu'à Pessah, on nous demande de venir chasser cela. Et quand on parle de matzah, qui est justement une notion de dispute, c'est la notion de dispute avec cette idéologie-là, qui est une idéologie qui est, comme on l'a dit, fausse, mais qui est à part ça, qui est grave, parce que ça nous déconnecte de la reconnaissance profonde qu'on doit éprouver envers Dieu, de ressentir que c'est une bonté de sa part de maintenir le monde tel qu'il est, et qu'il est là tout le temps en train de gérer justement ce monde tel qu'il est. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot lechem, d'accord, après 7 jours de Pessah, on peut de nouveau manger du pain. Le mot lechem, qui veut dire pain, il est la racine du mot milchama, la guerre. C'est-à-dire quoi la guerre? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dépassé toute la fête de Pessah, dans laquelle j'ai compris, j'ai intégré cette idée-là de la réalité du monde, maintenant je suis armé pour partir en guerre pour l'année qui suit, contre justement cette idéologie qui évidemment est problématique, et de façon générale, contre les idéologies qui viennent reléguer Dieu dans une dimension, on va dire, accessoire, secondaire. Ok? Voilà pour finir sur cette notion-là du Hametz, du problème qu'il y a de Hametz. On avait développé d'autres idées que le Hametz peut porter, comme on a parlé de l'orgueil par exemple, le Hametz, quelque chose qui gonfle, d'accord, référence à l'orgueil, et à d'autres notions. Mais maintenant, on va passer à la suite. Ok? Alors, on continue. Maintenant, on reprend, on va dire, notre étude plus, on va dire, terre à terre, ou en tout cas plus technique de la mitzvah. Alors, la séparation du Hametz, on doit se débarrasser du Hametz. Comment est-ce qu'on se débarrasse du Hametz? Il y a deux axes. Il y a la destruction physique, on doit détruire le Hametz. De quelle manière? Plusieurs manières. Je peux détruire le Hametz en jetant à la poubelle, mais on va voir de quelle manière. On en a déjà parlé rapidement. Je peux le détruire en jetant dans les toilettes. D'accord? Je peux le détruire en mettant dessus des produits chimiques, d'accord, qui vont le rendre impropre à la consommation. Je peux le détruire en le brûlant. Évidemment, c'est ce qu'on fait de façon générale. Il y a plusieurs manières et je peux le détruire aussi en le consommant, tout simplement. D'accord? Quelqu'un qui, la veille de Pessah, mange le Hametz dans l'idée de venir le détruire pour accomplir la mitzvah de ne plus avoir de Hametz, il accomplit une mitzvah. À part le fait de faire une bracha et de manger, donc faire une mitzvah, en le consommant dans cet état d'esprit-là, il accomplit une mitzvah. D'accord? Donc ça, c'est un premier pan qui est donc la destruction physique. Et le deuxième, c'est la destruction, l'annulation verbale. Tout de suite, Pierre-Antoine. L'annulation verbale, c'est ce qu'on appelle en hébreu le bitoul. C'est quoi le bitoul? C'est que je vais exprimer l'idée de dire que tout Hametz qui se trouve actuellement encore en ma possession, je le considère comme étant nul, comme étant annulé. Et donc, ça va permettre de compléter la destruction qu'on a faite de façon physique. Oui, Pierre-Antoine? Donc ça veut dire que quand on fait la recherche du Hametz, donc vraiment on a fait dans tous les coins machin, la personne elle peut manger le... Qu'elle a trouvé? Ouais. Ah bien sûr, évidemment, pourquoi pas? Ok. Généralement c'est le point qui reste... Non, alors en général, la coutume elle est pour ne pas, en général on va consommer ce qu'on peut, etc. Ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va prendre du pain ou autre, on peut prendre n'importe quoi, des gâteaux, peu importe, et on va les mettre dans des petits sachets pour éviter que ça s'émiette, etc. Et on va les cacher. En général, la coutume elle est d'en prendre 10, d'accord, et de les cacher pour les retrouver ensuite et les brûler. Mais quelque part, si tu as envie de mettre des gâteaux, encore, et ensuite les consommer, avec plaisir. Mais il y a cet usage-là, c'est bien de conserver les usages, mais en tout cas, tu pourrais le consommer. Alors, imaginons que pendant la recherche du Hametz, tu tombes sur du Hametz que tu n'avais pas vu, d'accord? Et bien, ce Hametz-là, tu peux le consommer sans problème. D'accord, il n'y a pas de problème. On a encore le 14, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas compris la deuxième, l'annulation verbale. L'annulation verbale, c'est-à-dire qu'on va faire donc toutes les veilles de Pessah, on fait, c'est écrit dans le livre de prière donc de Pessah,
on fait ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, c'est l'annulation. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai cherché le chametz qui était chez moi, je l'ai détruit, je l'ai consommé, je l'ai détruit, je l'ai brûlé, etc. Maintenant, il m'en reste peut-être encore. D'accord ? Il m'en reste peut-être dans un endroit que je n'ai pas trouvé. Ok, dans une armoire, sous un vêtement, dans un sac, dans un manteau, peu importe, quelque part. Alors maintenant, ce chametz, il m'appartient. Si j'ai du chametz qui m'appartient pendant Pessah, je transgresse un interdit de posséder du chametz. Je dois me débarrasser du chametz avant Pessah. Comment est-ce que je fais ? Eh bien, je me retire la propriété du chametz. Je dis, ce chametz ne m'appartient plus. Voilà. D'accord ? Je le rends ce qu'on appelle efker, donc public. Ok ? Il n'est plus le mien. Ok, il se trouve chez moi dans mon domaine, peut-être, je ne sais pas. Celui que je sais posséder, je dois m'en débarrasser. Mais imaginons que j'en ai peut-être, ce qui arrive malheureusement souvent, ok ? Et je ne sais pas, imaginons que tu as un petit gâteau qui soit tombé sous une armoire ou je ne sais où, et il est dans un emballage, donc il est conservé. S'il était sans emballage, alors entre-temps, et depuis un mois ou deux, il s'est détérioré, il peut moisir, donc il n'est plus vraiment consommable. Mais si ce n'est pas le cas, il l'est encore, et donc tu transgresses. Pour ne pas transgresser, il faut l'annuler. D'accord ? Ensuite, alors il y a beaucoup de détails qui encadrent la mitzvah de devoir se débarrasser, d'accord, du chametz. Il y a l'horaire, à quelle heure on doit justement ne plus posséder du chametz. Okay. Il y a la façon de s'en débarrasser, comme on a dit, la poubelle. Est-ce que ça marche ? Est-ce que je peux jeter du chametz à la poubelle et j'en suis débarrassé ? On a déjà dit que non. Parce que si la poubelle elle est encore chez moi dans mon domaine, ben c'est encore le mien. Ça ne marche pas. Il faut que la poubelle ait été retirée, d'accord ? Elle a été enlevée par les services, par les éboueurs. Également, il y a plein de détails concernant les endroits qui doivent être fouillés, qui doivent être cherchés. Est-ce que je dois à tout prix chez moi, quand je fais justement la vérification du chametz pour m'en débarrasser, est-ce que je dois chercher partout ? Est-ce que je dois faire ma maison de fond en comble ou pas ? D'accord ? Souvent, on a l'habitude de tout faire. On fait ménage de printemps. En fait, en réalité, d'après la stricte halakha, non, pas nécessairement. Encore, imaginons que je sois dans une maison où il n'y a pas d'enfants en bas âge, pas besoin de faire spécialement, je sais pas, les toilettes, la salle de bain. D'accord ? Parce que ce pas des endroits où moi, adulte, je vais entrer du chametz. Okay ? Quand on a des enfants en bas âge, oui, eux, ils peuvent se balader avec partout. Donc moi, dans ma chambre à coucher, si je sais par exemple que chez moi, je ne rentre pas de nourriture dans ma chambre à coucher, imaginons que ce soit une règle, que ce soit mise ma femme et moi, eh ben, notre chambre à coucher n'a pas besoin du tout d'être vérifiée. Sauf si on sait qu'on va avoir un sac à main pour ma femme ou un vêtement dans lequel on a pu mettre dans une poche. Mais quelque chose, un endroit où je suis certain de ne pas avoir entré de chametz, je n'ai pas besoin de le vérifier du tout. D'accord ? Donc ça, c'est un détail. En plus, on va avoir également, c'est intéressant, on doit vérifier chez nous. Très bien. Maintenant, imaginons que je quitte ma maison quelques jours avant Pessah. Ça arrive très souvent quand on part dans des voyages organisés. Okay ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois me débarrasser du chametz bien que j'ai quitté ma maison plus tôt ? Comment est-ce que je fais pour... comment est-ce que la halakha cadre ceci ? D'accord ? Pardon. Donc ça, c'est encore un détail supplémentaire. On va avoir également les parties communes. D'accord ? Sur qui repose l'obligation de vérifier les parties communes pour vérifier. Vous savez, en France, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais en Israël, vous allez avoir plein de poussettes qui traînent dans les parties communes, des vélos, plein de choses qui peuvent traîner. Et donc, évidemment il faut vérifier. Il peut y avoir quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose et il peut y avoir du chametz qui s'y trouve. Les parties communes appartiennent à plein de gens. Et donc, elles m'appartiennent aussi. Donc, même en France, en réalité, d'accord, si on a du chametz qui se trouve dans une des parties communes d'une copropriété, eh ben, j'ai une propriété partielle dessus. Donc, je transgresse potentiellement si le chametz n'a pas été détruit. Admettons, il y a 100 habitants, il y a un juif. Le juif doit quand même aller vérifier dans la partie commune. Si les parties communes, effectivement, lui appartiennent aussi, oui. Okay. Ouais, il doit vérifier. D'accord, maintenant. Et il y aura plus de nuances dans le cas où on en a plusieurs. Alors, sur qui retombe l'obligation ? Finalement, on va devoir se coordonner, d'accord, se mettre d'accord pour qu'il y ait un de nous qui s'en occupe. D'accord ? Pareil, les locaux professionnels. Souvent, certains vont avoir en tête que ils vont pas bosser pendant Pessah, imaginons, ils suivent bien la halakha de dire que pendant Yom Tov, on va pas travailler. Même idéalement, pendant Yom Tov, c'est sûr, mais même pendant Chol HaMoed, non, on va pas travailler. Donc, ils ferment la boutique pendant tous les jours, toute la journée de la durée de Pessah. Est-ce qu'on vérifie ou pas là-bas ? Bien sûr que oui, parce que si j'ai du chametz qui se trouve là-bas, parce que moi je me suis amené là-bas, peu importe quoi, pour la journée pour pouvoir manger, et ben ça aussi je dois m'en débarrasser. Donc il y a plein de détails qui rentrent là-dedans. L'obligation de me débarrasser du chametz ne concerne que mon chametz, que le mien. D'accord ? C'est-à-dire que si j'ai du chametz de quelqu'un d'autre qui se trouve chez moi, c'est pas mon obligation. J'aurai une obligation uniquement d'ordre rabbinique de m'en débarrasser pour ne pas risquer de venir en consommer. Mais d'après la Torah, c'est pas mon chametz, donc j'ai pas à m'en débarrasser. Il y aura aussi une autre notion qui est que on doive rendre service à quelqu'un qui risquerait de transgresser une avéra. Il faut lui rendre service.
Et là, s'il a du Hametz chez moi et il risque de transgresser à cause de ça, imaginons qu'il n'en ait pas conscience, eh ben, je dois gérer ça. Donc, de quelle manière? Je dois le contacter, lui dire qu'est-ce que je fais de ton Hametz qui est chez moi, d'accord? Est-ce que je le brûle, je le vends? Parce que justement, on a également cette notion-là, la vente du Hametz, d'accord? C'est une coutume qui est pas nouvelle, qui est très ancienne justement, de vendre le Hametz à la veille de Pessah. Ça aussi, ça comporte beaucoup de détails techniques. D'accord? Évidemment, quand on parle du Hametz, on ne parle pas uniquement d'un pain ou d'un gâteau. On parle de tout élément qui contient du Hametz. Okay, et ça n'importe quelle forme, ça peut être liquide, ça peut être solide. Souvent, les gens n'ont pas conscience, mais de la bière, c'est du Hametz pur et simple. D'accord? Du vrai Hametz, 100%, de la bière. Okay, c'est du blé fermenté. Okay, donc voilà, le Hametz, il faut faire attention, évidemment, ça comporte, il est interdit sous toutes ses formes. La bdika de Hametz, donc la vérification du Hametz qu'on fait avant Pessah, c'est une obligation uniquement d'ordre rabbinique. Okay, d'après la Torah, non. Une fois que tu es sûr, toi, de t'être débarrassé de ton Hametz, on ne te demande pas d'aller revérifier. Mais les sages ont estimé que pour être certain d'être dans les meilleures conditions, d'avoir vraiment tout fait le tout le nécessaire, on te demande de vérifier pour savoir de quoi tu dois te débarrasser. Si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas savoir quoi détruire. Ok? Voilà pour la mitzvah numéro 9 qui était se débarrasser du Hametz. On passe à la suite. On a maintenant une mitzvah qui est classique, qui est connue, que nous tous accomplissons tous les ans, qui est la consommation de la matzah. Donc c'est la mitzvah numéro 10, c'est une mitzvah positive de manger de la matzah à Pessah. Cette mitzvah, elle concerne tout le monde, hommes et femmes, évidemment. D'accord? Et elle concerne évidemment tout le monde à n'importe quelle époque, que ce soit à l'époque du temple ou à notre époque, aujourd'hui, peu importe, qu'on ait le Korban Pessah, le sacrifice pascal ou pas, on a une obligation de manger de la matzah. Très bien. Là aussi, il y a tout un cadre, d'accord, qui entoure la mitzvah de la matzah. On va voir par exemple la farine avec laquelle on fabrique la matzah. Aujourd'hui, quand on se rend au magasin, on voit le prix du kilo de matzah, on a l'impression que c'est des voleurs, qu'ils en profitent, voilà, puisque tout le monde en a besoin, alors ils vont nous faire des prix exorbitants. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour manger de la matzah, il faut une préparation qui est extrêmement complexe. Parce qu'il faut que la farine, elle ait été vérifiée, idéalement depuis le moment où elle a été cueillie, elle a été semée, moissonnée, d'accord? Et au moins, d'accord, à partir du moment où elle va être moulue, d'accord? Mais dans l'idéal, même depuis la moisson. Surveiller de quoi? Surveiller de la pluie, de l'eau. Puisque s'il y a de l'eau qui est tombée sur cette matzah, sur cette farine, la farine, elle fermente. Donc ensuite, moi, j'ai fait de la matzah avec de la farine fermentée. Trop tard, c'est du Hametz. Ok? Donc ça demande une vérification, une attention toute particulière. Il faut savoir que la farine qu'on utilise, la farine qui est commercialisée partout, aujourd'hui, c'est la farine qui, en l'état, d'après la majorité des décisionnaires, est Hametz. Parce qu'il y a un procédé particulier pour obtenir la farine qui est de balancer sur le blé de l'eau, justement. Et donc, il y a une fermentation qui se fait. On ne la constate pas tout de suite, mais il y a une fermentation. Donc, il faut savoir que la farine qui est utilisée pour la matzah, c'est une farine très spécifique, qui demande une vérification, une surveillance très particulière. Donc, rien que ça, déjà, ça augmente largement le prix du kilo de matzah. Vous rajoutez au fait qu'il faille une équipe de gens particulièrement aguerris, sportifs, et professionnel pour fabriquer la matzah, et vous comprenez pourquoi ça coûte tellement cher. Il faut des gens. Bonne soirée, Simon. Bonne soirée. Réfléchis les matchs, vu que ça va pas trop bien. Non. Porte-toi bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Avec plaisir. Et donc, on sait que la matzah, il faut qu'elle soit fabriquée dans un délai maximum de 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes depuis le moment où il va y avoir le moindre petit contact entre l'eau et la farine et le moment où on va la cuire. 18 minutes maximum. Donc, c'est extrêmement sportif. Ok ? Donc, il y a plein de détails qui rentrent en considération là-dedans. Également, la quantité à manger. Combien est-ce que je dois manger de matzah pour accomplir la mitzvah? Classique, on l'a déjà dit. Dans tout, 30 grammes. Kazaït, 30 grammes, j'ai accompli la mitzvah. Ok? Alors, habituellement, quand on fait motzi matzah, l'idéal qui est recommandé, c'est de manger 2 fois 30 grammes. L'un pour le motzi, habituel de tout le temps, tous les Yom Tov ou Shabbat, on fait motzi, on mange 30 grammes. Et un deuxième pour la matzah. C'est ce qui est recommandé pour quelqu'un qui a les capacités de le faire, mais on peut se suffire de 1 fois 30 grammes, on est quitte de la mitzvah. Okay? La façon de la manger aussi. Comment est-ce qu'on mange la matzah? Okay? Alors il y a plusieurs choses. On sait qu'on doit la manger à coudée, par exemple, la matzah. Okay? Et un détail supplémentaire, on doit la manger nature. Quand je veux accomplir le soir du seder la mitzvah de manger la matzah, je ne vais pas mettre dessus de la tchouk-tchouka ou je ne sais quoi. Je dois la manger nature, la matzah. Je dois avoir le goût de la matzah quand je la consomme. D'accord? L'horaire également de la matzah, on doit la consommer avant Chatzot.
ok, avant le milieu de la nuit. Donc, en fonction des années, ça va tomber à minuit et demi, 1h, 1h30, 2h, peu importe. Et ben, je dois la consommer avant. D'accord? Il faut la manger aussi rapidement. Ça aussi, c'est un détail qui n'est pas toujours connu et respecté. Il faut la manger dans un délai, d'accord? Les 30 grammes, c'est pas très difficile, mais entre 2 et 4 minutes. D'accord? L'idéal, c'est en moins de 2 minutes. D'accord? Donc, il faut mâcher, et la matzah, c'est compliqué quand même, il faut la mâcher et l'avaler en moins de 2 minutes, 30 grammes. D'accord? C'est faisable, mais il faut y aller, quoi. Et on va dire, voilà, la fourchette haute, ça va être 4 minutes. Pour quelqu'un comme nous, hein, quelqu'un en bonne santé comme nous, c'est ce qu'on demande. Maintenant, quelqu'un qui a des problèmes ou quelqu'un qui arrive pas, alors on va avoir des solutions, de la lui écraser pour qu'il puisse la manger de façon plus simple, etc. D'accord? La matzah doit être faite obligatoirement à base des 5 céréales. L'une des 5 céréales, qui sont blé, orge, avoine, épeautre et seigle. D'accord? Uniquement ces 5 céréales-là peuvent être à l'origine de notre matzah. Quelqu'un qui voudrait faire une matzah de maïs, ça ne marche pas. D'accord? Également, il faut que la matzah ait un goût de matzah. Également, il faut que ce soit une matzah qui puisse fermenter. Si c'est une matzah qui ne pourrait jamais devenir chametz, c'est-à-dire que dans sa conception à la base, elle n'aurait pas pu devenir chametz, ça ne marche pas. Il faut que ce soit donc une préparation qui, si je la laissais pendant quelque temps, deviendrait du chametz, mais comme je l'ai fait rapidement, c'est de la matzah. Est-ce que je peux accomplir mon obligation de manger de la matzah le soir de Pessah avec de la matzah au jus de fruits? Donc de la matzah un petit peu sucrée. Et vous en pensez? Non. D'accord? Pourquoi je ne peux pas? Parce que le jus de fruits, ça ne fermente pas. D'accord? Vous pouvez faire des gâteaux à Pessah autant que vous voulez avec du jus de fruits, il n'y a aucun problème parce que je parle du 100% jus. Hein. Si vous achetez un jus dans le commerce qui peut être coupé avec de l'eau, ça ne marche plus. Parce qu'il y a une règle que nos sages nous ont apprise, c'est que les jus de fruits ne fermentent pas. C'est étonnant parce que si vous prenez la structure moléculaire d'un jus de fruits, d'un jus d'orange, peu importe, eh ben, c'est composé à la grande majorité d'eau. Oui, mais ce n'est pas de l'eau à l'état eau, c'est de l'eau à l'état jus de fruits, à l'état fruit. Encore, elle est mélangée avec d'autres enzymes, avec d'autres composants qui font que maintenant elle ne fermente pas. Donc, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la matzah en prenant une matzah au jus de fruits. Donc les matzot, on appelle ça, il y a bienfaisance, d'accord, la bienfaisance qui existe en matzah normale, en matzah, ce qu'on appelle matzah ashira, justement avec du jus de fruits, et ben on ne peut pas utiliser celle avec du jus de fruits pour s'acquitter de la mitzvah. Ok? Très bien. Alors également, un détail important, on ne consomme pas, on n'a pas le droit de manger de matzah la veille de Pessah. Ok? La coutume, elle est de ne pas manger depuis quand? Est-ce que quelqu'un sait? Un mois. Ouais, un mois? Je ne me rappelais pas de autant. Peut-être ça existe aussi. Ouais, un mois? Je ne me rappelais pas autant. Moi, je connais la coutume de 2 semaines avant, depuis Rosh Chodesh. D'accord? Mais un mois, je ne l'avais pas. Peut-être c'est aussi une coutume. Ok, donc depuis Purim en fait. Depuis Purim, d'après toi, on ne mangerait plus de matzah. À vérifier. Il faudrait que je pense à vérifier. Moi, j'ai en tête, en tout cas, 2 semaines avant, c'est une coutume. Dans quel contexte on peut manger de la matzah à part de la matzah? Ça veut dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, si je mange pas de... Bon, la matzah, le truc rouge, enfin, le truc en boîte rouge et tout. La matzah. Si j'en mange pas, c'est bon. Parce qu'il y a autre chose qui peut... En fait, je le savais pas, mais c'était un truc pas fermenté. T'as compris? Non. Alors la matzah, c'est de la matzah. Hein. Oui, Tu voilà, ne tomberas c'est ça. pas sur un truc autre qui Personne ne mange s'appelle... de la matzah au quotidien. Pourquoi pas? Ah ouais? Bah oui. Alors moi, c'est pas mon cas, mais il y a plein de gens qui en mangent. Pourquoi pas? Okay. Quelqu'un qui va manger, je sais pas, tu sais, il y a toutes sortes de biscottes ou de crackers. Il y en a qui aiment bien la matzah. La matzah, tu en trouves en magasin toute l'année. Ok. Dans un magasin cachère, tu trouveras des paquets de matzah toute l'année disponibles. Il y en a qui aiment ça même à n'importe quel moment. D'accord? Ou imaginons, tu sais quoi, je vais te faire plus simple. Le cas simple. C'est que tout simplement, on vient de faire le ménage de Pessah. Donc maintenant, la maison, elle est cachère les Pessah. D'accord? Il n'y a plus de chametz. Donc voilà, moi, ma femme, on a les enfants qui veulent manger, on va leur donner quoi à manger? Du pain, des gâteaux, sûr que non. Ils veulent grignoter, tu vas leur donner quoi? De la matzah. Ok? Maintenant, eux, les enfants, en bas âge, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que moi, j'ai envie de manger un truc et évidemment, je ne peux plus manger de gâteau, de chametz, tout ça. Je peux manger quoi? De la matzah. Et bien, la veille de Pessah, j'ai plus le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que je dois conserver une forme d'attente, d'accord, pour découvrir un goût nouveau le soir de Pessah. Genre, je dois manger la matzah de Pessah le soir avec appétit. C'est aussi la raison pour laquelle, tout de suite Pierre-Antoine, on n'a pas le droit de faire de repas consistants à partir d'une certaine heure la veille de Pessah pour justement conserver de l'appétit. Ça, c'est vrai de façon générale pour toutes les veilles de Shabbat et les veilles de fête. On ne peut pas faire de repas trop tardifs
D'accord? Parce que justement, il faut garder de l'appétit pour le soir. Mais avec la matzah, il y a deux choses. Il y a l'appétit de façon générale et également ne pas manger de matzah ce jour-là pour avoir une certaine forme de nouveauté le soir. Non, vu que si j'en mange juste la veille, donc l'avant-veille, pas le 14 mais le 13, bah, le 14 au soir, bon, ça va, le goût, je l'ai déjà eu il y a 24 heures, 30 heures, bon, c'est pas tellement nouveau. C'est pour ça qu'il y a cet usage-là, au moins depuis Rosh Chodesh, en tout cas à ma connaissance, de ne pas en consommer pour garder cette forme de nouveauté. Et puis Antoine? Si Shabbat, c'est la veille de Pessah, Ouais. comment on fait Ah, bon, on mange du Hametz. Ok. Très bonne remarque, bon, ça s'est déjà arrivé quand même plein de fois, même encore ces dernières années. D'accord? Donc Pessah qui tombe le 14 heures qui tombe Motzei Shabbat, d'accord? Fin de Shabbat. Donc maintenant, on va faire le Seder de Pessah samedi soir. Comment est-ce que je fais Shabbat en journée? Qu'est-ce que je mange? D'accord? Eh bien oui, on va manger du Hametz. On va manger, alors chacun à sa façon. Il y a plein de techniques. D'accord? Il y en a qui mangent de la matzah, mais pas de la matzah telle que nous on la mange comme ça, croustillante. Ils vont la faire tremper dans une sauce, dans une soupe, pour justement lui enlever son goût de matzah. Elle va avoir un goût complètement différent, une consistance complètement différente, donc c'est autorisé. Il y a plein de petits détails comme ça. Évidemment, il faudra faire très attention dans ces situations-là, parce que la maison, elle est toute propre, et donc on va manger du Hametz. Je crois que cette année, c'est tombé comme ça. Ouais. Non, c'était le premier jour de Pessah, je crois. Non, c'était comme ça, je me rappelle où j'étais avec la famille, et qu'on faisait très attention à manger à un endroit très précis, et une quantité précise. Non, cette année, c'est tombé comme ça. Enfin, l'année dernière, oui. Ouais. Ok, très bien. Évidemment que... alors d'abord, deux choses encore. L'obligation de manger de la matzah, c'est que le premier soir. D'accord? Le reste de Pessah, je suis pas obligé de manger de matzah. Si je veux pas manger de matzah, rien, je veux pas manger de matzah, je mange pas de matzah. Je mange que des carottes et des patates, je mange ce que je veux. D'accord? Mais évidemment, je peux pas manger de pain. Si je souhaite manger quelque chose de nourrissant, tel que du pain, l'équivalent du pain, alors je mange de la matzah. Mais est-ce que j'ai une obligation d'en manger? Pas du tout. L'obligation, elle est que le premier soir, et pour nous en diaspora, également le deuxième soir. Dernier détail de cette mitzvah, c'est que comme toutes les mitzvot en général, en réalité, eh ben, l'idéal, c'est toujours d'avoir l'intention d'accomplir la mitzvah quand je fais la mitzvah. Donc quand j'ai mangé ma matzah, alors évidemment que quand je mange de la matzah le soir de Pessah pendant le Seder, bah évidemment qu'elle s'introduit dans la commission d'une mitzvah. Je suis pas en train de manger de la matzah pour me faire un kiff. D'accord? Mais si je veux faire la mitzvah de la meilleure des manières, et c'est vrai pour ça comme c'est vrai pour tout, on en parle souvent quand on est le Shabbat, pour le kiddush, de penser à s'acquitter, de penser à faire la mitzvah, etc. Alors à part s'acquitter, voilà, c'est penser à faire la mitzvah. Et bien en fait, si je veux faire du top, chaque mitzvah que je fais, je pense à accomplir la mitzvah. En fait, ça change tout. D'accord? Ça change les dimensions de la mitzvah quand j'ai la kavana, quand j'ai l'intention. Si j'ai pas l'intention, je suis quand même quitte. Mais l'idéal, c'est d'avoir l'intention. Donc on essaiera également ce soir-là de l'avoir. On avance. Mitzvah numéro 11, ne pas posséder de chametz. Donc on a dit, on doit se débarrasser du chametz. Ça, c'était la mitzvah qui incombe sur nous le 14. Mais ensuite, pendant tout Pessah, j'ai une interdiction de posséder du chametz. Vous allez me dire, mais si je m'en suis débarrassé le 14, je n'en ai plus le 15. Donc tout Pessah, j'ai plus de chametz. Non, pas nécessairement. Parce que je peux en acheter. D'accord? Imaginons qu'on soit époque Covid. D'accord? Donc pénurie à gogo. Et moi, avant Pessah, j'ai fait des stocks ou j'ai pas fait de stock, j'ai pas trouvé. Imaginons qu'il y a un ravitaillement, un réapprovisionnement à Carrefour de farine. Et si vous vous rappelez bien, à l'époque du Covid, la farine c'était une denrée rare. Ok? Donc réapprovisionnement à Carrefour de farine en plein Pessah. Et maintenant, moi je sais que si je la chope pas maintenant, j'en aurai pas pendant 2 semaines. Est-ce que je peux en acheter ou pas? Alors d'après ce qu'on a dit, la farine, d'après la majorité des décisionnaires, c'est une denrée qui est chametz. On imaginons que ce ne soit pas de la farine, même quelque chose encore plus évident, des pâtes. D'accord? Est-ce que je peux en acheter pendant Pessah? J'achète et je mets de côté? Non. D'accord? Je n'ai pas le droit de posséder du chametz pendant Pessah. C'est un lota, c'est une mitzvah négative. D'accord? Cette mitzvah, elle n'est pas le 14, elle démarre à partir du 14 au soir. D'accord? Donc le 15 en réalité. Et elle va durer pendant tout Pessah. D'accord? Oui? On peut demander à quelqu'un de l'acheter ou c'est vraiment... L'acheter, mais il achète pour nous, donc elle nous appartient. S'il l'achète pour lui, on lui dit quoi? On lui dit par exemple, mon voisin c'est un non-juif, je lui dis regarde, tu comptais t'acheter 5 kilos de farine, achète-en 15 et je t'en rachèterai 10 après la fête. Dans la mesure où pour l'instant c'est encore la sienne, encore, j'ai pas encore fait d'acte d'acquisition, elle est encore dans son domaine, et dans la mesure où il pourrait finalement me dire, se rétracter et me dire non, finalement je la garde. D'accord? Je me rends compte quand j'en ai besoin de plus, ou alors il y a une pénurie, je la garde. Il me semble que ce soit autorisé. D'accord? Je pense. Ça me semble logique. Ok? Maintenant, si j'ai fait le moindre acte d'acquisition, c'est pas bon. Ok? S'il l'amène chez moi, par exemple, il l'amène à la maison, c'est trop tard. Parce qu'il y a un principe que le domaine d'une personne acquiert pour lui.
d'accord, si on m'amène quelque chose chez moi, ben, le fait même qu'on a amené dans mon domaine, ça m'a permis d'acquérir la chose. Et s'il le met de côté, genre il va prendre 5 kilos pour lui, il met les 10 dans son Bah, garage. encore une fois, logiquement, ça me semble bon parce que qu'ils mettent de côté, ça ne veut pas dire que c'est à moi. Il peut encore toujours se rétracter. S'il arrive à la fin de Pessah, je lui dis alors donne-moi mes 10 kilos. Il me dit non, finalement je les ai gardés. Est-ce que je peux avoir le moindre recours légal contre lui? Du tout. Ni d'un point de vue de la Torah, ni d'un point de vue légal, je veux dire, de la loi française. Bah non, il ne s'est pas engagé à quoi que ce soit. Des fois, l'oral, ça vous contre. Non, bon, là je pense pas. Là. Je pense que là, il n'y a pas eu d'engagement. Si je me souviens de mes cours de commerce. Ouais, je sais pas. Là, j'aurais dit qu'il n'y a pas d'engagement réel, il a rendu un service, sinon il a changé d'avis. Je pense pas qu'il y ait de recours. À voir. Si effectivement il y a des recours, peut-être qu'on considérera que c'est déjà à moi. D'accord? Très bien. En tout cas, on a dit qu'on a le droit de posséder du Hametz pendant tout Pessah, que ce soit chez moi, où je me trouve, d'accord, pendant Pessah, ou que ce soit même à l'autre bout du monde. D'accord? Donc imaginons que je sois parti en déplacement, comme on l'a dit, encore à l'autre bout du monde. Et je me rappelle, je me dis, mais j'ai complètement oublié de me débarrasser de mon Hametz qui se trouve à tel ou tel endroit. Eh bien, je dois faire le nécessaire pendant Pessah pour m'en débarrasser. Alors, on va avoir la solution du bitoul. Le bitoul qui est de venir dire et d'annuler verbalement la propriété du Hametz. Mais c'est une solution qui fonctionne, d'après ce que disait Sage, uniquement pour un Hametz que je ne connaîtrais pas, dont je ne connais pas l'existence. Alors je dis, au cas où il me reste quelque chose, alors voilà comment je m'en débarrasse. Mais si je sais que j'en ai, je dois m'en débarrasser à tout prix. Donc on doit se débarrasser. Pardon? Pendant Pessah. Alors comment je fais quand je trouve du Hametz pendant Yom Tov? Imaginons, on est le jour de Yom Tov et je trouve du Hametz dans une poche de manteau. Ok, je trouve un gâteau, je trouve une brioche. Comment est-ce que je fais? Je ne peux pas le brûler. Pendant Pessah, je n'ai pas le droit de le brûler. Alors comment je vais faire? Il y a plusieurs solutions. Soit je m'en débarrasse par un autre moyen, dans les toilettes par exemple, c'est une solution. Soit imaginons que ce ne soit pas possible parce que c'est trop gros, ça ne va pas passer. Alors je vais le mettre de côté, je vais le couvrir. D'accord? Le bitoul aura marché sur lui, puisque l'annulation verbale, elle marche sur tout ce dont je ne connaissais pas l'existence. Donc ça marche. Donc ce Hametz, en fait, d'un point de vue thoraïque, là je ne transgresse pas. Il y a juste un point de vue rabbinique qui est que je risque d'en consommer. Donc pour éviter ça, je le mets de côté. Voilà, je le mets de côté et pendant Chol HaMoed, à la première heure directement, je le prends et je le brûle. Ok? Je m'en débarrasse. Bien sûr, je dois. Pendant Chol HaMoed, la mi-fête, je dois tout de suite m'en débarrasser. Je peux brûler pendant Chol HaMoed, bien sûr. Ah, je sais pas, pour moi, il restait caché pendant tout Pessah. Non. Un que tu auras trouvé, hein. Pas un que tu as vendu. Hein. Ah non, tu t'en débarrasses pendant Chol HaMoed directement, tu le brûles. On peut pas balancer de la javel dessus direct. Alors, je pense aussi, pendant Yom Tov, on pourrait aussi. Ouais, c'est une solution comme les toilettes. Ouais. D'accord? C'est quand Yom Tov en fait? Yom Tov, c'est à partir du 15. D'accord? Yom Tov, Il y a le premier Seder le 14. c'est le 14 au soir, donc c'est le 15. D'accord? Le 14, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on dit 14, c'est-à-dire le 14 commence la veille. Donc, en fait, c'est le 13, on a la journée du 13, et là, on a du 14. Là, on est la nuit qui passe du 13 au 14. C'est ce soir-là qu'on fait la bdika Hametz, qu'on vérifie le Hametz. Ensuite, j'ai la journée du 14. C'est en matinée que je vais brûler le Hametz et que je n'aurai plus le droit d'en consommer. Et c'est le 14 au soir, donc dans la nuit qui fait le switch du 14 au 15, donc en fait on est déjà le 15 d'un point de vue thoraïque, c'est ce soir-là que je fais le Seder. Okay. Les jours de Yom Tov, c'est le 15 et le 16. Pour nous en diaspora, en Israël, c'est qu'un jour, le 15. Nous, on va avoir 2 jours. Donc ça démarre dans la nuit du 14 au 15 et ça dure pendant 48 heures. D'accord? Donc à Pessah, on a le premier Yom Tov, qui en fait est composé de 2 jours, et le deuxième Yom Tov. Parce qu'on va avoir le 7e jour de Pessah, qui est un nouveau Yom Tov, de nouveau. En Israël, ils ont un seul jour, nous avons 2 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre ces deux jours de Yom Tov là? On a le 15 et le 16, et ensuite le 22 et le 23. D'accord? Qu'est-ce qui se passe entre ceux-là? C'est ce qu'on appelle Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est les mi-fêtes. D'accord? Mi-fêtes. Donc elles ont un statut particulier. C'est un autre sujet. D'accord? Très bien. Également, je ne transgresse le fait d'avoir possédé du Hametz que s'il fait plus qu'un kazaït, plus que 30 grammes. S'il fait moins que 30 grammes, je ne transgresse pas. Je dois quand même m'en débarrasser. D'accord? Mais est-ce que j'ai transgressé si j'avais un morceau de moins de 30 grammes? Non. Ok? On a déjà parlé de la vente du Hametz, c'est pas nouveau. D'accord? C'est pas particulièrement une arnaque, parce que des fois on a l'impression que c'est un peu se moquer du monde. J'ai plein de Hametz, je le vends, mais en fait il part pas. Il faut comprendre que quand je vends mon Hametz à un non-juif, d'accord? Comment ça fonctionne la vente du Hametz? En fait, je stipule sur un acte de vente, comme quoi tout le Hametz qui se trouve chez moi dans un endroit très précis que j'ai stipulé dans
dans le contrat de vente, eh ben, je le vends à un non-juif. Maintenant, lui, il ne vient pas le chercher. Il reste dans mon domaine. Comment ça marche? Eh ben, concrètement, s'il veut, à n'importe quel moment, il peut venir débarquer en plein Pessah, me dire, regardez monsieur, j'ai vu que vous avez vendu 8 paquets de pâtes, 2 paquets de blé et un pack de 6 canettes de bière dans votre acte de vente, je veux les prendre. Je les veux. Je suis parti au magasin, il n'y en avait plus, et moi je cherche exactement ça, donc je vais les prendre. Eh bien, d'un point de vue halachique, on ne peut pas l'en empêcher. Il peut prendre, et donc il doit me payer. D'accord? Parce que c'est un acte de vente pour l'instant qui était, on avait versé juste un acompte. D'accord? Mais lui maintenant, il va devoir me le payer, mais il peut prendre. Donc c'est réellement son chametz qui se trouve chez moi. Alors, nous, à l'échelle, on va dire personnelle, on s'est discuté, est-ce qu'il faut utiliser l'acte de vente ou pas, utiliser cette méthode de vente ou pas. En tout cas, de façon certaine, tout le monde est d'accord qu'on l'utilise au moins pour les commerces. Parce que des commerces, ils ne peuvent pas se permettre de se débarrasser de tout leur stock de chametz avant Pessah. Comment est-ce qu'on ferait après? Donc, ils peuvent le faire, mais nous aussi, la coutume, elle est de le faire. Nathalie, Oui. est-ce que quand tu vends, tu dois vraiment faire le détail de tout ce que tu possèdes? Pas nécessairement. C'est mieux. Certains demandent à ce que ce soit vraiment très précis, mais au moins, ce qu'il faut faire, c'est de stipuler les endroits. D'accord? Même si tu n'as pas dit. Après, tu prends un endroit, mais. Pardon? Enfin, moi, chez moi, Ouais. il y a un placard, Ouais. on met tout le chametz dedans, Très bien. on le ferme à clé, Très bien. et basta. Très bien. En le vend. Ça suffit. Ça suffit. Certains demandent de vraiment donner le détail. D'accord? Vraiment, nombre de paquets de pâtes, nombre de machin, chaque chose, mais c'est pas obligatoire. Dans la mesure où tu as stipulé les endroits de vente, c'est bon. D'accord? Tu dois écrire un prix ou pas? Non, pas du tout. Ça, c'est l'organisme de vente qui s'occupe de la vente qui s'en occupe. D'accord? Tu veux, toi, tu es une parmi des centaines, des milliers qui vendent leur chametz par un même organisme. Et cet organisme-là, il a ils vont mettre en place plein de différents types d'acquisition, de méthodes d'acquisition pour faire que la vente, elle soit faite de la meilleure des manières. Et ceux qui gèrent tout. Maintenant, eux, tu leur donnes procuration en fait pour vendre à ta place ton chametz. Maintenant, voilà, eux, ils ont les actes de vente qui sont transmis aux non-juifs. Si le non-juif, il voit sur un acte de vente qu'il y a un truc qui l'intéresse à côté de chez lui, parce qu'il y a les adresses, d'accord, il dit, ah tiens, ça c'est à côté de chez moi, j'ai envie d'y aller, avec plaisir. Dans l'histoire, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé. Mais s'il veut, concrètement, il a le droit. Ok. D'accord? Je peux pas juste faire. J'ai une amie non juive et Alors- j'écris une feuille et je la signe. Et... Alors, le problème, c'est que c'est complexe. Comme je l'ai dit, on met en place vraiment plusieurs modes d'acquisition. D'accord? Et nous, si tu le faisais avec une amie, tu ne ferais pas du tout ça. Donc, il y aurait des chances que la vente ne soit pas vraiment réelle, Ok. qu'elle soit caduque. Donc, on ne fait pas comme ça. On le vend. Alors, franchement, aujourd'hui, à notre génération, c'est vraiment un jeu d'enfant. Tu vas sur Internet, sur le site du consistoire, le site de TorahBox, le site de qui tu veux. Tu vends ton chametz, c'est extrêmement facile, extrêmement rapide. Et donc, voilà, ça c'est très très facile. Ok? Le chametz, c'est particulier. Le chametz, on doit s'en débarrasser. Et il faut savoir qu'il a un statut particulier par rapport à tout le reste des interdits de la Torah, qui est que, contrairement aux autres, il ne s'annule pas dans 60 fois sa quantité. Tout le reste. Imaginons que je sois à la maison, je suis en train de cuisiner un bœuf bourguignon, d'accord? Et il y a un morceau de beurre qui tombe dans la casserole, un morceau de fromage, une quantité de lait. Ok? Maintenant, ça s'est tombé, ça s'est mélangé, je ne vois plus. Quel est le statut de cette casserole? Je peux consommer. Pourquoi? Dans la mesure où, de toute façon, je précise quand même, dans la mesure où il y a 60 fois la quantité qui est tombée dedans. Eh ben, le mélange est autorisé parce que justement, ça s'est annulé dedans. Tu Ok. dois mettre 59. Non, fois j'ai pas le droit, beurre. moi, de rajouter. C'est s'il y avait 60, si c'était qu'un 60e, moi-même rajouter pour annuler, j'ai pas le droit. Donc, ton petit bout de beurre, il doit être. Maximum, un 60e de voilà, ton moins d'un beurre. 60e. Moins un 60e. Voilà, et un 61e. Ok. D'accord? Un 60e, c'est discuté. Mais il doit être moins, donc, parce qu'en fait, c'est la quantité qui a été donnée par les sages dans laquelle le goût n'est plus perceptible. D'accord? Et bien, ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai du lait avec de la viande, c'est vrai avec. Vous y allez? Bonne soirée. Ah oui, il y a l'after, oui, 21h. De toute façon, t'inquiète pas, il y a Lana qui vient me chercher. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Ça marche, à tout de suite, on s'y retrouve tout de suite. Et donc, voilà, c'est vrai pour tout. Hein. Vous avez un morceau de cochon, hein, peu importe, hein, des fruits de mer, peu importe ce que vous voulez, qui est tombé dans une casserole, d'accord? D'autres choses, évidemment, dans la mesure où c'est pas reconnaissable. Si je reconnais très bien, c'est une mangouste, ok, je la sors, ok? Il n'y a pas de réflexion. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas reconnaissable, qui est tombé dedans, dans la mesure où il y avait 60 fois l'élément problématique,
la consommation du mélange est autorisée. Je peux tout manger. Ah, mais j'ai mangé aussi du coup un peu de cochon. Bah oui, mais c'est pas grave. C'est autorisé. En fait, si vous voulez, la halacha c'est la Torah en fait qui nous le dit, la Torah a la possibilité de venir changer le statut d'une chose. Donc là, on te dit non, t'as pas mangé de cochon. Ici, je t'assure, il y a du cochon qui est tombé. Non, non, t'as pas mangé de cochon. Non, non. Puisque c'est la halacha qui régit la réalité, et bien la réalité, non, t'as pas mangé de cochon. C'est bon. Tu peux manger tout et faire la bracha, aucun problème. D'accord? Et dormir tranquille. Mais ça, c'est vrai dans tout, sauf le chametz. Du chametz qui tombe dans quelque chose, ça rend interdit l'aliment, même avec une quantité minime. Peu importe. Il y a 1 pour 1000, interdit. Le chametz, il interdit même ce qu'on appelle bémachéou, même un tout petit peu. D'accord? C'est vraiment spécifique, c'est le seul interdit qui est concerné par cela. Ok? C'est pour ça qu'on est très 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 rigoureux sur les produits de Pessah. On a une liste de Pessah, vous prenez la liste du consistoire qui est extrêmement dure. Il y a plein de produits qu'on nous demande d'acheter avec une surveillance rabbinique, alors que toute l'année, on les achète de façon hyper légère, hyper simple. Parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus délicat. D'accord? Il y en a même qui vont faire attention dans les produits cosmétiques. Donc on ne va pas acheter, on va pas utiliser des produits donc pour les jeunes filles, pour les femmes, des n'importe quel rouge à lèvres, parce qu'il peut il peut avoir dans la composition de l'amidon de blé. D'accord, c'est une réalité. Et donc, vu que y a dedans du chametz d'une certaine manière, même en quantité minime, c'est problématique. Alors, il faut savoir que ça, ce point très précis, il est discuté. D'après certains, on considère que l'amidon de blé qui se retrouve dedans, il est complètement dénaturé, donc il n'y a aucun problème. D'accord? De façon personnelle, j'utilise les produits cosmétiques sans aucune distinction. D'accord? Donc, les dentifrices, par exemple, ou alors du labello, ou alors toutes ces choses-là. On considère, d'après certains, moi c'est ceux que je suis, que c'est dénaturé, donc il n'y a pas de problème de l'utiliser sans surveillance. Mais en tout cas, de façon générale, quand on se rend compte qu'à l'époque de Pessah, on va venir acheter du sucre sous surveillance, alors que du sucre, c'est du sucre, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans du sucre, dans du café, d'accord, dans du chocolat en poudre? Pourtant, toutes ces choses-là, à la période de Pessah, on y fait très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on n'a pas besoin de grand-chose. Il suffit qu'il y ait un tout petit truc qui soit tombé pour que ça me rende la totalité de mon plat que j'ai cuisiné avec chametz. Voilà pourquoi on fait spécialement attention à cela. Ok, ça c'était la mitzvah numéro 11. On fait rapidement la 12, pourquoi pas, on a encore un peu de temps. Mitzvah numéro 12. Là, on a dit qu'on n'a pas le droit, on a dit c'était la mitzvah de ne pas posséder de chametz. On a maintenant un interdit supplémentaire qui est de ne pas manger d'aliments contenant du chametz. On n'a pas encore parlé de ne pas manger d'aliments contenant du chametz. D'accord? On a parlé de ce que je dois me débarrasser, ce que je ne dois pas posséder, etc. etc. Mais concernant les aliments contenant du chametz, c'est une mitzvah qui est différente, d'accord, d'une autre qu'on verra plus tard, qui est de ne pas consommer du chametz. Donc on a deux mitzvot différentes. Ne pas consommer d'aliments contenant du chametz, et une autre qui va être ne pas consommer du chametz. Intéressant quand même. D'accord? Et ça, on développera plus tard pourquoi justement on a besoin d'avoir tellement de détails. Okay, on a dit ne pas posséder, ne pas truquer. Autour du chametz, autour de cette notion-là du chametz et de la matzah, on va avoir, 7, 8, 10 mitzvot différentes qui finalement se rejoignent d'une certaine manière. Et pourtant, on va voir que c'est très précis, très détaillé. Donc ça, c'est une mitzvah négative. Donc on ne peut consommer tout aliment qui contient du chametz, même si lui-même n'est pas du chametz. D'accord? On l'apprend d'un pasouk, un verset de la Torah très clair. D'accord? Très bien, très bien. Et évidemment que l'interdit de posséder du chametz, il s'applique aussi sur ça. Un aliment qui contient du chametz. Même si ce n'est pas du chametz gamour, donc du chametz à l'état initial, l'état pur, ce n'est pas intégralement du chametz, mais je le transgresse également. Oui? Si j'ai une entreprise, est-ce que je dois aussi vérifier l'entreprise? Eh bien, je dois me débarrasser de mes parts du chametz, évidemment. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui aurait, par exemple, comme ça arrive, quelqu'un qui a des parts dans un franc-prix, ok? Où le franc-prix lui appartient. Eh bien, pour Pessah, c'est un vrai problème. Comme c'est un problème pour Shabbat. Comment le bonhomme y fait? Shabbat, le franc-prix reste ouvert, mais pourtant on n'a pas le droit de laisser son business ouvert pendant Shabbat. Comment est-ce qu'il fait? Il s'associe avec un goy. Il s'associe avec un non-juif. Et tous les bénéfices du Shabbat vont aux non-juifs. D'accord? Pareil pour Pessah, quelqu'un qui a un franc-prix ou autre, un commerce dans lequel on vend des produits alimentaires et donc évidemment aussi du chametz potentiellement, et si ça reste uniquement le sien, il transgresse à chaque seconde l'interdit de posséder du chametz. Et si tu es employé par exemple dans une boulangerie, t'as le droit de bosser pendant Pessah ou pas? Oui, c'est dans une boulangerie non juive du coup. Ouais. Oui. Ouais. Tu peux toucher du Alors, pain. toucher. Oui, tu peux toucher du pain, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, je te dire peut-être que non, en fait, peut-être que je me suis avancé trop vite parce qu'en fait, on a dit qu'il y a un problème dans Pessah qui est de risquer de consommer. Même si ce n'est pas mon chametz.
Imaginons que chez moi, j'ai du Hametz qui soit stocké, mais qui ne soit pas le mien. Du Hametz d'un non-juif qui est stocké chez moi. D'accord? Un non-juif, j'ai mon voisin qui m'a déposé en gage. D'accord? Je lui ai prêté ma tondeuse à gazon. Et lui, il m'a dit, écoute, je te dépose un gage, tu veux quoi? Ouais, t'as quoi à me proposer? Il m'a amené du Hametz. Alors, je sais pas, c'est bizarre, mais ok. Il m'a amené du Hametz. Donc maintenant, c'est du Hametz qui n'est pas le mien, il est chez moi. Eh bien, il y a un problème, je dois quand même le mettre sous clé, d'accord? Le ranger, même si ce n'est pas le mien, parce qu'il y a un risque qui s'appelle de peur à venir le consommer. Mais D'accord. tu sais ce que tu mets dans ta bouche. Si tu Ouais, touches mais- le pain et tout, mais tu vas pas le. Bah oui, mais c'est un risque de s'oublier. D'accord? Ok, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite. C'est un risque de s'oublier. D'accord? C'est un risque que la race exprime de façon très claire de risquer de venir à consommer par inadvertance. C'est-à-dire que tu es occupé, attends, tu es en plein boulot. D'accord? Tous les jours, tu as l'habitude, quand tu bosses là dans la boulangerie, de taper un peu de pain comme ça, parce qu'il est cachère le pain. D'accord? La boulangerie n'est pas cachère, mais le pain, il est cachère, en général, dans les boulangeries. Donc toi, habituellement, tu prenais un peu de pain, là aussi, tu risques de t'oublier de prendre dans la course, etc. Donc à cause de ça, tu n'aurais pas le droit. Mais sinon, mis à part ça, imaginons quelqu'un qui soit employé dans un Franprix, d'accord? Et donc finalement, les produits sont tous emballés, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent à ouvrir un truc qui est emballé. D'accord? Il faudrait prendre un cas de figure vraiment où il n'y a pas de risque de venir en consommer. Le fait qu'ils soient en contact avec du Hametz, c'est pas de problème. Imaginons, je vais faire mes courses à Lidl et je me balade dans le rayon de Lidl et donc évidemment, je passe à côté des rayons du pain. D'accord? Et imaginons même, je vois du pain par terre. C'est pas beau d'avoir de la nourriture par terre, donc je vais ramasser le pain, le soulever. Pas de problème. J'ai le droit de toucher du pain pendant Hametz, pendant Pessah, j'ai le droit de voir du pain pendant Pessah, j'ai le droit d'être dans le périmètre du pain pendant Pessah, c'est pas un problème ça. Le problème, il est d'en posséder ou de risquer d'en consommer. Ok? Donc on va s'arrêter là, on démarrera la semaine prochaine la mitzvah numéro 13, et là on rejoint tout de suite l'after à l'étage. Et comme on a dit, c'est vraiment une mitzvah particulièrement importante de soutenir justement quelqu'un qui a perdu un proche dans cette tragédie-là, de venir qu'on est vraiment en force, en groupe, pas juste quelques personnes, on est tous là pour l'accompagner, pour l'aider. Voilà. Il me manque un prénom, mademoiselle Clémence. Clémence. On s'est déjà vu? Oui, quand Julie jouait aux échecs ici. Ok, mais ça fait pas longtemps. Ouais, ça dépend. Mais je me rappelle pas. Tu t'es présenté à l'époque? Oui, mais c'était très vite. D'accord, Et après, vous étiez reparti. ok. Bienvenue Clémence. Merci. Voilà. Merci. Donc, avec plaisir. Et donc là, on est arrivé à la mitzvah, on a dit 12? Ouais, on a fini 12. 12. Donc il nous reste encore quelques mitzvot autour du Korban Pessah qu'on va reprendre. Parce qu'en fait, on les fait dans l'ordre. Donc dans l'ordre, ça vient tout de suite. Il y aura encore autour du Hametz. Et la semaine prochaine, on va partager une idée qui est fondamentale, qui est fabuleuse. D'accord? Que j'ai pas encore, on n'est pas encore arrivé, c'est dans la mitzvah 16. Mais on va y arriver justement autour de cette question qu'on s'est posée là maintenant ce soir. De dire, mais pourquoi tellement de détails, quoi? Dire, sur la même mitzvah, on a parlé du Hametz, mais on a dit pareil sur le Korban Pessah, le sacrifice pascal, il y a plein de détails, on n'a pas encore fini, il y en a encore 2 ou 3. Il y a encore la vidéo. Il a repris une autre? Ah, il y a encore la Non, vidéo. non, il y a quand même- J'avais pas fini.